Il y a quelque chose qui cloche dans notre calendrier, pas au sens figuré, pas comme un pressentiment, une intuition spirituelle ou une plainte sur la vitesse à laquelle les années défilent. Je veux dire structurellement, mathématiquement, de façon démontrable. Quelque chose cloche, et plus j'ai creusé la question, plus j'ai commencé à soupçonner que ce dysfonctionnement n'était pas le fruit du hasard. Voici le problème dans sa version la plus simple. Le calendrier grégorien, celui accroché à votre mur, celui qu'utilise votre téléphone, celui qui régit chaque échéance, chaque anniversaire, chaque trimestre fiscal de la civilisation moderne, est irrégulier, chaotique même. Des mois de 28, 29, 30 et 31 jours, répartis selon un schéma qu'aucun enfant ne peut mémoriser sans la ruse des phalanges. Février rétrécit la plupart des années et s'allonge dans d'autres. Les trimestres ne s'alignent pas. Les semaines ne se divisent pas en mois de façon égale. Les mois ne se divisent pas non plus en années de façon égale. C'est un système qui semble, à y regarder de près, avoir été conçu non pas pour l'usage humain, mais pour toute autre chose. Pour le contrôle, peut-être. Pour la confusion. Pour produire une population perpétuellement un peu décalée, perpétuellement un peu désorientée, perpétuellement dépendante d'une autorité extérieure pour lui dire quel jour on est. Ça paraît excessif comme affirmation, suivez-moi quand même. Parce qu'il existe une alternative, il en a toujours existé une, un système calendaire d'une élégance telle, d'une précision mathématique telle, d'une synchronisation si parfaite avec les rythmes naturels et lunaires, qu'une fois qu'on le comprend, le calendrier grégorien ne semble plus seulement impraticable, il semble intentionnel, intentionnellement cassé. 13 mois, 28 jours chacun. 13 fois 28 égale 364, exactement 52 semaines, exactement 4 cycles de 7 jours parfaits par mois, chaque année, sans exception. Ajoutez un jour cérémoniel en dehors du décompte mensuel, un jour de transition, un jour zéro, un jour que de nombreuses traditions anciennes marquaient spécifiquement comme sacré, et vous obtenez 365, une année solaire, parfaite, entière, répétée à l'infini. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je découvrais que ce n'était pas une idée marginale, pas une théorie du complot griffonnée dans un carnet. C'était le calendrier opérationnel de civilisations qui ont bâti des choses que nous ne savons toujours pas pleinement expliquer. Les Mayas, les anciens Égyptiens, les druides de la Bretagne pré-romaine, les Lakota, les Yoruba, 13 mois, 28 jours, sur des continents différents, à travers des millénaires, sans aucun contact entre eux. Le schéma se répète avec une précision troublante. Pourquoi ? Voici la partie la plus étrange. Vous portez déjà la preuve de ce calendrier en vous. Le cycle menstruel humain dure en moyenne 28 jours, 13 cycles par année solaire. Ce n'est pas de la mythologie. C'est de la biologie. C'est en réalité l'une des plus vieilles horloges de la nature, plus ancienne que toute civilisation, plus ancienne que tout système de gouvernance, plus ancienne que n'importe quel roi qui ait jamais décidé du nombre de jours appartenant à un mois. Le corps humain était déjà synchronisé sur ce rythme avant même que nous ayons des mots pour le nommer. Et la Lune ? Le cycle synodique lunaire, le temps qu'il faut à la Lune pour retrouver la même phase, est d'environ 29 jours et demi. Mais le cycle sidéral, la vraie orbite de la Lune mesurée par rapport aux étoiles fixes, est de 27,3 jours. Le mois de 28 jours se situe presque exactement entre ces deux mesures. C'est la moyenne du rythme propre à la Lune. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait regardé le ciel, regardé le corps et dit « ces deux-là parlent la même langue ». Construisons le calendrier à partir de ça. À la place, ce que nous avons, ce sont des mois portant le nom d'empereur romain. Juillet pour Jules César, août pour Auguste. Des mois dont la durée a été littéralement modifiée, volée à l'un, ajoutée à l'autre pour que les mois de certains empereurs soient pas un plus longs que ceux des autres. Cela soulève une question simple mais décisive.
À quel moment la mesure du temps est-elle devenue un instrument politique? La réponse semble être au moment précis où elle a été arrachée au monde naturel pour être remise entre les mains de l'État. C'est là que le documentaire change de registre. Parce que ce que j'ai trouvé, ce que les recherches les plus approfondies révèlent réellement, c'est que tout cela n'a pas été entièrement oublié. Cela n'a pas simplement disparu dans les méandres de l'histoire, pleuré en silence. À un moment précis, au début du XXe siècle, des gens savaient, des érudits, des économistes, des réformateurs, des philosophes, ils savaient que le calendrier grégorien était inefficace, irrationnel, en décalage à la fois avec la biologie humaine et les cycles naturels. Et ils ont organisé un effort sérieux, soutenu, coordonné à l'échelle internationale pour le changer. Le calendrier fixe international, aussi appelé le plan Cotsworth, du nom de Moses B. Cotsworth, statisticien britannique qui publia en 1902 une analyse minutieuse de la réforme calendaire. La proposition de Cotsworth était essentiellement une reconstruction de la structure ancienne à 13 mois de 28 jours chacun, chaque mois identique, chaque trimestre parfaitement égal, chaque année commençant le même jour de la semaine. Il appela le 13e mois Sol, le plaçant entre juin et juillet, un nom qui portait tout son poids, positionné au faîte de l'année solaire, au sommet de la lumière estivale. Les preuves donnent à penser que l'enjeu dépassait de loin la simple comptabilité. Cotsworth n'était pas seul. George Eastman, fondateur de Kodak et l'un des industriels les plus influents de l'histoire américaine, adopta le calendrier fixe international pour sa propre entreprise en 1928 et l'utilisa en interne jusqu'en 1989. Il ne le fit pas discrètement, ni à titre expérimental. Il le fit parce que ça marchait. La productivité s'améliora, la charge administrative se réduisit, les comptes étaient plus clairs, les trimestres plus honnêtes, l'organisation plus saine. Eastman devint l'un des défenseurs publics les plus engagés de la réforme calendaire mondiale. Il témoigna, il fit du lobbying, il finança des campagnes. Et c'est là que le silence devient assourdissant. La Société des Nations s'empara de la question de la réforme calendaire dans les années 1920. Des comités furent constitués, des propositions furent reçues, des centaines de dossiers arrivèrent du monde entier, de gouvernements, d'entreprises, d'institutions religieuses, de simples citoyens. Le calendrier fixe international figurait parmi les grands favoris. Il y avait un véritable élan international derrière lui, un poids institutionnel réel, et puis presque rien. La réforme cala, les comités se dissolurent, l'élan se dissipa. Au milieu des années 1930, la conversation avait pour ainsi dire pris fin. Le calendrier grégorien demeura. Le calendrier fixe fut discrètement mis sous le tapis, pas débattu jusqu'à la défaite, pas rejeté lors d'une séance mémorable, pas démonté par un argument supérieur, juste enterré, comme s'il n'avait jamais été sérieusement envisagé, comme si le système calendaire le mieux conçu de l'ère moderne avait simplement échoué à s'imposer par la banalité de la bureaucratie. L'explication officielle s'effondre ici. Si l'on veut comprendre pourquoi un système genuinement supérieur ne s'impose pas, il faut poser des questions différentes. Pas pourquoi n'était-il pas meilleur, il l'était clairement, même ses opposants l'admettaient. Pas pourquoi n'était-il pas promu, il l'était agressivement par certains des industriels et réformateurs les plus puissants de l'époque. Pas même pourquoi les gouvernements ne voulaient-ils pas d'efficacité. Les gouvernements prétendent constamment en vouloir. Non. La question est, qui profite précisément du chaos? Et une fois qu'on le voit, on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. L'irrégularité des mois crée une comptabilité irrégulière. La comptabilité irrégulière requiert des intermédiaires, comptables, administrateurs, greffiers, des professions entières dont l'existence repose sur la complexité de la gestion du temps. Les trimestres inégaux rendent la comparaison financière difficile. Un mois dans un trimestre compte 31 jours, tandis que son équivalent dans un autre trimestre en compte 28. Essayez de comparer honnêtement les performances sur ces périodes. C'est impossible. Pas proprement,
pas sans facteur de correction, tableau de conversion, interprétation professionnelle. Plus je me plongeais dans l'histoire économique de la finance du début du XXe siècle, plus la résistance à la réforme calendaire ressemblait moins à de l'inertie qu'à des intérêts, à quelque chose de protégé par ceux qu'il protégeait, comme s'il suivait des instructions qu'il ne comprenait pas pleinement, ou qu'il comprenait peut-être très bien. Le schéma se retrouve avec une troublante régularité dans d'autres domaines. Les systèmes qui synchronisaient les êtres humains avec les rythmes naturels, avec le corps, avec la lumière, avec les saisons, ont une curieuse tendance historique à être remplacés par des systèmes qui synchronisent les êtres humains avec les institutions. Avec les horloges et les rapports trimestriels et les exercices fiscaux qui commencent arbitrairement en janvier, parce qu'un roi romain a décidé que janvier appartenait au dieu Janus, dieu des portes et des transitions, des siècles avant la naissance de la finance moderne. Voilà ce sur quoi je n'arrête pas de revenir. Les preuves concrètes. Regardez les structures anciennes alignées sur le cycle de 28 jours, les cercles de pierre de Grande-Bretagne, pas seulement Stonehenge, mais des dizaines de sites moins connus, sont marqués de façon qui laisse supposer un calendrier lunaire à 28 stations. Les trous de Bray à Stonehenge, 56 fosses disposées en cercle, 56. 2 cycles de 28. Des chercheurs ont proposé depuis des décennies que ces fosses servaient à suivre le cycle lunaire exactement comme l'exigerait un calendrier à 13 mois. La littérature archéologique officielle traite cette interprétation comme l'une des possibilités parmi d'autres. Mais pourquoi cette interprétation n'est-elle pas plus centrale à notre compréhension de ce à quoi servait Stonehenge? Le calendrier maya du compte long, le système de mesure du temps le plus précisément élaboré jamais construit par une civilisation pré-industrielle, est fondé sur une arithmétique en base 20 organisée autour d'une période de 20 jours appelée luinale, mais enchâssée dans une structure plus large qui tourne en boucle sur 13 chiffres. 13 encore. Et 28 jours, c'est le temps qu'il faut aux Pléiades, amas d'étoiles considérés comme sacrés par les Mayas, pour accomplir un cycle d'observation spécifique dans le ciel au-dessus du Yucatan. Le calendrier civil égyptien. 12 mois de 30 jours, plus 5 jours épagomènes, des jours hors du calendrier régulier, considérés mythologiquement comme dangereux ou sacrés. Ça vous rappelle quelque chose? Un jour en dehors du décompte régulier pour compléter l'année solaire. L'architecture de la solution est la même. Culture différente, géographie différente, millénaires différents, la même logique sous-jacente, pas une coïncidence, pas une évolution parallèle par hasard, pas 3 civilisations tombant indépendamment sur la même solution imparfaite. Les preuves suggèrent un héritage commun, une source partagée, quelque chose de plus ancien que l'histoire enregistrée de chacune de ces cultures, inscrit dans la pratique de l'observation du ciel, avant que l'écriture existe pour en conserver le raisonnement. Ce qui soulève une question simple mais cruciale. Si ce savoir était si répandu, si persistant, si durable, que lui est-il exactement arrivé? Et quand? Il existe un schéma précis et documentable dans les archives historiques des transitions calendaires. Lorsque Rome imposa le calendrier julien au territoire qu'elle conquérait, elle ne proposait pas simplement un système alternatif. Elle supprimait activement la tenue du temps local. Les druides, qui maintenaient le calendrier lunaire celtique, étaient pris pour cible, leur tradition criminalisée, leur savoir oral délibérément perturbé. Lorsque la réforme grégorienne remplaça le julien en 1582, des cultures entières perdirent des jours, littéralement, des jours disparurent. Des archives légales, des bâtiments furent datés selon des systèmes qui avaient cessé d'exister, et des gens se couchèrent dans un mois pour se réveiller dans un autre. Moshe Idel, l'érudit kabbalistique, et d'autres spécialistes en ethnoastronomie ont noté que la suppression des systèmes calendaires autochtones était rarement présentée pour ce qu'elle était, un acte politique. Elle était toujours encadrée comme une correction, une modernisation. Le remplacement de la superstition par la science, le remplacement du corps et de la lune par l'horloge et l'État. Et voici ce qu'il y a de plus étrange. Les gens qui menèrent à bien ces transitions,
les administrateurs, les scribes, les prêtres qui adoptèrent de nouveaux systèmes de datation, dans la grande majorité des cas documentés, ils semblent n'avoir compris ni la logique complète du système qu'ils abandonnaient, ni les pleines implications de celui qu'ils adoptaient, comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas entièrement, comme si la décision avait été prise ailleurs, à un niveau auquel ils n'avaient pas accès, et que leur rôle se limitait à l'exécution. Le silence est assourdissant dans les archives que j'ai consultées sur les débats de réforme calendaire des années 1920. La correspondance du Comité de la Société des Nations est incomplète pour des périodes clés. Il y a des références à des documents qui n'apparaissent pas dans les archives officielles, des procès-verbaux qui résument des discussions sans en consigner la teneur. Les papiers Cotsworth, conservés à l'Université de Toronto, présentent des lacunes significatives autour des années de lobbying le plus intense, les années où le débat était au plus près d'une résolution. Pas des dégâts des eaux, pas des erreurs de catalogage, pas l'entropie ordinaire des archives institutionnelles. Des lacunes qui semblent, à l'examen, se regrouper autour des moments les plus décisifs. Je voudrais marquer une pause ici et poser une question qu'on ne pose généralement pas dans le contexte de l'histoire des calendriers. Qu'est-ce que ça aurait fait de vivre dans ce monde, vivre dans un monde où chaque mois durait le même nombre de jours, où le premier de chaque mois tombait toujours le même jour de la semaine, où l'on savait toujours, sans consulter un appareil, sans vérifier un calendrier, où l'on en était dans le cycle, où le rythme du travail, du repos, du commerce, de la cérémonie, tout cela bougeait en parfaite symbiose avec le rythme de la lune au-dessus et, certains avancent, avec le rythme du corps lui-même. Je ne fais pas une affirmation mystique, je pose une question pratique. Qu'est-ce que ça fait à un système nerveux humain de vivre des générations dans un état d'irrégularité chronologique, de ne jamais savoir tout à fait, instinctivement, corporellement, où l'on en est dans l'année? De vivre le temps comme quelque chose d'externe et d'autoritaire plutôt que comme quelque chose d'interne et de naturel. Des recherches émergentes en chronobiologie, la science du temps biologique, suggèrent que la santé humaine, la fonction cognitive et la régulation émotionnelle sont profondément affectées par l'alignement ou le décalage avec les cycles naturels. Le domaine est jeune, les implications sont largement inexplorées, mais la question qu'il ouvre est une question que je ne peux plus refermer. Et si la réforme calendaire n'était pas seulement une affaire d'efficacité administrative, et si autre chose était en jeu, débattue pour et contre? Pensez à ce que signifierait connaître le temps comme on connaît la fin, non pas le calculer, non pas le vérifier, mais le sentir, comme les animaux sentent les saisons tourner avant qu'une seule feuille soit tombée. Des communautés autochtones ont maintenu le décompte des 28 jours jusqu'à l'époque moderne, et les ethnographes, qui ont passé du temps parmi elles, ont noté quelque chose de difficile à quantifier. Un rapport différent à l'urgence, à l'attente, à l'instant présent. Comme si le temps était quelque chose à l'intérieur duquel on vivait plutôt que quelque chose qui vous courait après. Nous avons mis ça sur le compte du primitivisme. Et si c'était tout le contraire? George Eastman mourut en 1932. Son entreprise abandonna le calendrier fixe international en 1989, après 61 ans d'usage interne, sans grande annonce, sans explication officielle, juste un retour discret au système grégorien. L'association du calendrier mondial existe toujours. Le mouvement du calendrier des 13 lunes, inspiré en partie par les recherches de José Argüelles, plaide pour un retour au cycle de 28 jours. Ces mouvements sont petits. Ils existent, pour l'essentiel, aux marges du débat public. Ils ne sont pas financés par de grandes institutions. On ne les enseigne pas à l'école. Plus j'avançais dans mes recherches, plus la forme de la chose devenait visible, non pas comme une seule conspiration avec un seul architecte, mais comme un schéma récurrent, transculturel, couvrant plusieurs siècles, de suppression, de remplacement et d'oubli. Un schéma qui consiste à prendre quelque chose qui synchronisait les êtres humains avec le monde naturel et à le remplacer par quelque chose qui les synchronisait avec les institutions humaines,
Une fois qu'on le voit, on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. Je ne vous dis pas que le calendrier grégorien est maléfique. Je ne vous dis pas que le calendrier à 13 mois est magique. Je vous demande pourquoi un système mathématiquement supérieur, biologiquement raisonnant, historiquement documenté à travers des dizaines de civilisations indépendantes, activement promu par de sérieux réformateurs institutionnels il y a à peine 90 ans, pourquoi ce système-là est relégué aux marges de l'histoire, tandis qu'un calendrier construit autour des noms d'empereurs romains régit chaque vie sur Terre. Je vous demande ce que nous avons perdu en perdant le rythme. Je vous demande si le mot « perdu » est même juste, ou si « confisqué » ne serait pas plus proche de ce que les preuves suggèrent. Je vous demande pourquoi les silences les plus profonds dans les archives semblent toujours se regrouper autour des moments de remplacement, autour des transitions, autour des points précis où une façon de mesurer le temps a pris fin et où une autre a commencé. Et je pose la version la plus ancienne de la question, celle qui est sous toutes les autres. Que savions-nous autrefois du temps, du corps, du ciel, que nous ne savons plus que nous avons oublié? Et c'est peut-être la prise de conscience la plus déstabilisante de toutes. Non pas que le savoir ait été détruit, la destruction laisse des traces, de la cendre, le souvenir du feu, mais qu'il a été déplacé, discrètement, progressivement, remplacé par quelque chose de suffisamment fonctionnel pour que personne ne crie, suffisamment praticable pour que la perte passe inaperçue pendant des générations. Nous n'avons pas pleuré les 13 mois parce qu'on ne nous a jamais dit qu'ils avaient existé. Nous n'avons pas manqué le rythme parce que nous sommes nés déjà décalés, avec une horloge cassée entre les mains, à qui on a dit que c'était la seule horloge qui ait jamais existé. Qu'est-ce d'autre nous a été remis entre les mains sans que nous ayons jamais songé à le remettre en question ?